One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur L24-12. L'Égypte a longtemps cru tenir l'un des plus grands exploits de son histoire, devant 2-0 face à l'Argentine jusqu'à la 79e minute. Les pharaons ont vu finalement le rêve s'envoler après une incroyable remontée de l'Albi Céleste, une élimination cruelle qui relance une question plus globale. Pourquoi plusieurs sélections africaines ont-elles laissé échapper des matchs qu'elles semblaient pourtant maîtriser? Décryptage ce soir avec nos consultants ici présents. Bonsoir messieurs, bonsoir Khaled. Khadija, bonsoir. Bonsoir Jamel. Bonsoir Khadija. Et bonsoir Mustapha. Bonsoir Khadija. Donc Club Mondial tout de suite après le jingle. Et puis on va commencer par ce match Argentine-Égypte et les Pharaons sont passés tout près de l'exploit face à l'Argentine au terme d'un scénario complètement fou. Les Égyptiens ont finalement encaissé 3 buts en un quart d'heure. Alors comment expliquer un tel scénario, un tel renversement de situation? Déjà franchement très triste vu le scénario du match. Parce que vu la personnalité, le jeu sans complexe égyptien, se faire remonter de la sorte, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment, je regardais le match, je me suis dit à 2-1, c'est pas possible. Parce qu'ils mettent le premier, ils mettent un deuxième qui est refusé. Il y avait faute, donc naturellement refusé. Et le fait qu'ils réinscrivent un deuxième but, je me suis dit ils ont fait le plus dur en mettant un coup derrière la tête des Argentins. Donc je me suis dit quasiment que le match était plié. J'ai eu cette impression-là, tellement les Égyptiens étaient forts. Et ils le démontraient à travers la télévision. Et puis ce 2-1. Et malheureusement, le 2-1 fait mal à la tête, pas qu'aux sélections africaines, mais peut-être encore plus aux sélections africaines. Pas habitué à jouer peut-être un 8e de finale. Peur de se qualifier, j'ai envie de même me dire. Tellement peur de se qualifier que on se fait rattraper. Et malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Face à une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, avec des talents que l'on ne présente plus. Messi, à 39 ans, on aurait dit il a 25 ans toujours. Et puis Enzo qui marque de la tête dans les dernières minutes. Donc un scénario cruel, mais je pense qu'on va débattre beaucoup de la gestion des émotions parce que c'est quelque chose dont on va essayer de décrypter, même si Karim n'est pas là. Il sera là dans quelques instants avec nous en visioconférence. Il est présent. Bonsoir Karim. Ok, on reviendra plus tard vers Karim. Et puis Khaled il a tout dit. Comment une équipe qui mène 2-0 et après 15 minutes peut-elle finalement s'incliner 3-2? Écoutez, jusque-là, le parcours des équipes africaines, on l'a vu. On
la plupart d'entre elles, du moins celles qui se sont fait rattraper, ont fait preuve de naïveté. Moi, ce que je me suis dit, qu'ils ont fait preuve de naïveté. Ou manque de réalisme peut-être? Manque de naïveté beaucoup plus d'expérience. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de naïveté de la part des Égyptiens. Les Égyptiens se sont bien battus, ils ont mené la bataille jusqu'au bout. Mais on ne peut pas se battre aussi contre un adversaire qui s'appelle l'Argentine, avec à leur tête cette pléiade de joueurs et l'inusable Messi, et l'arbitrage aussi. Parce que l'arbitrage a été pour beaucoup aujourd'hui dans l'élimination parce que refuser un but aux Égyptiens, le deuxième qu'ils ont marqué suite à une faute, il revient à la VAR, mais il ne revient pas à la VAR pour un pénalty évident de Salah. Et après le refus de cette faute, il y a eu quand même un but qui est venu juste après. Donc il y avait double faute de l'arbitrage aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui a... Moi, je tiens à rendre hommage à cette équipe égyptienne qui a livré une bataille mémorable, honnêtement. Et aujourd'hui, ils ont joué avec les tripes, ils ont joué avec le cœur, comme ils disent. Mais sans donner, comme ils le disent. Ben, aujourd'hui, ils l'ont vérifié sur le terrain. Ils l'ont vraiment confirmé sur le terrain qu'ils étaient des hommes. Comme ils disent eux. Vraiment. Ça m'a fait plaisir de les voir parce qu'ils se sont battus, ils ont rivalisé avec cette équipe argentine, ils l'ont mis dans le doute, ils l'ont plongé dans le doute au point où Scaloni ne savait plus quoi faire à un certain moment. Mais bon, il y a eu le coup de pouce un petit peu, il y a eu la grâce de Messi, mais il y a aussi le coup de pouce de l'arbitre français. Et le football est parfois cruel. Lorsqu'on voit Infantino réagir de la sorte, je ne parle pas du président d'un pays qui est qualifié. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays sujet, arabe qui est encore Jamal. qualifié. Tout à fait. On y reviendra, Jamal. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur la FIFA et sur la communication de la FIFA aussi. Un scénario complètement fou, un scénario cruel et une remontée spectaculaire de l'Albi Céleste qui laisse un immense goût d'inachevé dans ce match. Il faut rendre hommage à cette équipe égyptienne très courageuse, accrocheuse. Ils ont tout fait, les joueurs et le staff technique. Ils ont tout fait pour arracher cette victoire. Je pourrais le dire, méritée. Si ce n'est la FIFA, l'équipe adverse, Messi et le VAR qui ont joué tous contre cette très belle équipe et accrocheuse de l'Égypte. C'est-à-dire qu'à l'entame, ils ont pu marquer le but grâce à Ibrahim sur une balle haute. Après que Choubert a arrêté le pénalty. C'est pas Messi qui a arrêté, c'est Choubert qui a arrêté le pénalty. On a vu un scénario vraiment hitchcockien suite au deuxième but de cette belle équipe d'Égypte. Après, dans les 15 dernières minutes, ils ont flanché. Je dirais sur le plan physique. Et ils sont flanchés avec l'inexpérience et aussi, il faut dire que une très belle équipe d'Argentine qui a poussé, comme c'était le cas de leur dernier match contre cette équipe du Cap-Vert. Donc, ils ont pris 2 buts et ils pouvaient prendre plus, si ce n'est aussi le gardien Martinez. Je dirais aussi comme on parlait de l'action de Trezeguet. On l'a déjà, la fin. Voilà, on l'a déjà dit précédemment. L'inexpérience de quelques équipes africaines comme celle du Sénégal qui menait jusqu'à la fin du match contre la Belgique, celle aussi du Congo, aussi celle de la Côte d'Ivoire. Donc quelque part, je rejoins mon frère et ami Khaled, quand il parlait de la gestion des émotions, moi je vais en rajouter la gestion du match du coach Hossam Hassan a été en quelque peu, je dirais, inefficace. Du moment où il fallait fermer tous les espaces, il a fait rentrer Mermouche. Bon, ça reste un choix, après un choix qui n'était pas judicieux. Allez, on va écouter Karim présent avec nous en visioconférence. Bonsoir Karim, on parlait de cette désillusion pour les Pharaons, auteurs d'un parcours héroïque. Comment expliquer un tel renversement de situation ?
Ça, c'est la question. C'est la question qui se pose pendant toute la Coupe du Monde parce que c'est pas la première. Et en plus de ça, c'est que ça concerne à chaque fois des équipes africaines. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est là où, moi, comme je disais, j'aime bien me baser un peu sur des faits un peu plus concrets que juste une intuition, dire oui, c'est à cause de ça ou à cause de ça, parce que là, c'est facile de l'extérieur, on n'est pas dedans. Mais quels sont les paramètres qui font que? Est-ce que c'est parce que, justement, c'est le lien, quel est le lien entre, en fait, toutes ces équipes qui, à la fin, craquent? C'est un sujet, je pense, à développer, à explorer. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle ne méritait pas ça, parce que de ce qu'on a vu pendant le match, franchement, elle était vraiment héroïque. Comme vous le disiez, comme ça l'est dans le titre, là, auteur d'un parcours héroïque et d'un match surtout héroïque, du début à la fin, on a senti qu'il y avait quelque chose, il y avait une âme qui se dégageait de cette équipe-là, et voilà, et ils méritaient, et tout le monde voulait qu'ils passent, parce que c'était vraiment beau ce qu'ils ont fait. Et puis Khaled Hossam Hassan, le technicien égyptien, a parlé d'un match, entre parenthèses, truqué. Il a dénoncé l'arbitrage lors de ce match. Est-ce une réaction compréhensible sous le coup de l'émotion ou une déclaration excessive? Hossam Hassan, j'ai l'impression qu'il parle avec le cœur, donc il ne fait pas trop attention. C'est pas un communicant. Mais je pense que ce qu'il a dit, il le pensait vraiment. Et après, nous, vu de l'extérieur, même s'il n'y a pas de faute flagrante, si ce n'est le penalty, il y a quand même une orientation de l'arbitre. Et vous savez, quand vous êtes joueur et que vous sentez ça, bah, ça vous fait sortir du match mentalement. Il faut vraiment être solide et avoir les nerfs solides pour ne pas sortir du match. Parce que des fois, vous avez des arbitres qui sont assez vicieux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre un carton rouge quand il ne le faut pas, mais ça va être une multitude d'actions qui ne va pas dans le sens des Égyptiens. Et vous commencez à comprendre que le match est orienté et c'est dur de garder son calme et ses nerfs. Donc, tricher, c'est peut-être un mot fort, mais orienté, je pense. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu le match entre l'Argentine et l'Égypte. J'ai senti qu'ils allaient faire en sorte que l'Argentine revienne dans le match et pas que l'Égypte prenne un grand écart. C'est le sentiment que j'ai eu. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais ça n'explique pas tout. Comme l'a dit Mustapha, le fait qu'il fasse rentrer Marmouche, peut-être d'autres faire rentrer des défenseurs, je pense que c'était aussi un choix judicieux. Malheureusement, à la fin du match, quand le résultat n'est pas bon, c'est l'entraîneur qui se trompe. Mais quand vous avez une équipe qui fait tout pour pouvoir remonter, forcément, elle laisse des espaces. Et mettre un joueur qui va vite comme Marmouche, ça aurait pu être le 3-1 au lieu du 2-2. Donc, malheureusement, c'est un pari perdu. Mais dans l'ensemble du match, comme je vous le dis, je suis vraiment triste. Quand vous voyez le match et la performance des Égyptiens, je suis triste parce que je pense qu'ils méritaient quand même de passer ce match. Je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qui est passée, je pense que c'est l'équipe la plus expérimentée qui est passée. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose, Karim? Oui, je voulais vraiment dire, parce que quand Khaled il reste les 10 dernières minutes, peu importe les changements du coach, je ne pense pas que l'équipe, peu importe les 11 joueurs qui sont sur le terrain, ils doivent tenir le score en fait et s'arracher sur chacun des ballons. Oui, mais après ça donne des signaux. Tu vois, quand tu as Marmouche qui rentre, bien sûr qu'il faut défendre, mais tu joues quand même, tu dis on va avoir une cartouche pour pouvoir essayer de mettre le troisième. Par contre, si tu rentres un défenseur, tu ne cherches pas à aller devant. Tu mets le bus devant les buts et tu essaies de fermer au maximum sans chercher à avoir une occasion. Donc je pense que le message qu'il a envoyé aux joueurs n'était pas forcément de défendre à 200%. Ils l'ont fait les Anglais, même à 10. Oui, mais après c'est un choix. Exactement. C'est un choix. Mais après oui, Karim, tu as raison. Plus la montre, peut-être tu vois le chronomètre, de toute façon avec les stats qu'il y a aujourd'hui, tu sais que 80, 82, 83, même si tu fais un avant-centre, vous jouez tous derrière. Mais je pense pas que ça soit que ça. Parce qu'ils ont fait une ligne de 5 défenseurs, après il y en avait 4 devant. Et plus et plus un devant. Ouais. À chaque fois qu'ils essaient de jouer plus un devant. Ouais, donc tu te dis, même là, peu importe ce que dit le coach, là tu vois, nous on a déjà vécu ces situations où des fois il fallait tenir. Là, peu importe ce que disait le banc, nous sur le terrain on le gère, on disait non, on n'encaisse pas, on s'arrache sur chacun des ballons. Ouais, mais après t'as Messi, t'as l'Argentine, t'as une grosse équipe aussi devant. Mais je pense que le 2-1 il leur a fait mal, parce que c'était plus près du 3-0 que du 2-1. Et le 2-1, je pense que ça leur a mis un vrai coup d'arrêt à la tête et le scénario qui devait arriver est arrivé. Jamel, j'aimerais. Le troisième but aurait pu être le pénalty. Bien sûr. Refusé. Bien sûr. C'est pour ça que je dis. J'aimerais revenir sur la déclaration de Hossam Hassan et de Mustapha Ziko qui ont dénoncé l'arbitrage. Il y a eu aussi la déclaration de Zlatan Ibrahimovic qui a visé la FIFA et les décisions favorables à l'Argentine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont pas les seuls. On dirait qu'on veut offrir cette Coupe du Monde à Messi.
C'est l'impression que j'ai, moi, parce que ce n'est pas possible qu'on puisse permettre de traficoter, entre guillemets, un match aussi clair qu'aujourd'hui. Parce que c'est pas possible qu'on revienne à la VAR pour une faute qui a été commise au moins 1 minute avant, parce qu'il y a eu un but qui a été inscrit sur un contre extraordinaire, très très bien mené, et on revient à une faute où il y a eu une petite semelle. C'est vrai qu'il y a eu un petit contact, et on ne revient pas à la VAR pour le penalty. Pour le penalty, c'est ça qui est extraordinaire. Et lorsque vous avez la réaction, moi je dis la réaction d'Infantino avec sa clique, avec sa mafia, je peux te dire que les dés sont pipés. C'est visible, honnêtement c'est visible. On est en train d'ouvrir le chemin à l'Argentine ou à une autre équipe. Pensez-vous que l'Argentine bénéficie d'un traitement favorable? Oui, j'allais dire, Khadija. Voilà, j'allais le dire. On sent que la FIFA est en train de favoriser l'Argentine et Messi. Parce que si on revient à l'histoire des ballons d'or, je peux dire que 2 ballons d'or ne sont pas mérités par Messi. Et il faut le dire, il faut revenir juste à l'histoire et aux saisons, parce qu'on suit très bien ce qui se passe en Europe. Donc il s'agit là du favoritisme dans cette équipe argentine, sans enlever le mérite. Il faut le dire, il faut être correct. Je pense que sur le plan marketing et tout ce qui s'ensuit, parce que quand Ronaldo sort, ensuite Messi il sort aussi éliminé, quelque part c'est comme que le mondial il est éteint. Donc pour moi, déjà la réaction du président de la FIFA quand il a jubilé après le but. Donc pour moi c'est vraiment insensé. Pendant combien de temps nous allons dire que la Coupe du Monde s'arrête lorsque Cristiano Ronaldo sort, Messi sort, etc. Ça veut dire qu'on est en train de suivre un petit peu le raisonnement d'Infantino. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que les arbitres, pardon. C'est-à-dire qu'on ne permettra jamais à une équipe de se croire africaine, de passer à un tour, à moins qu'il y ait d'autres accointances pour une autre sélection africaine pour lui permettre de passer. Sinon, aujourd'hui, l'Égypte aurait mérité largement d'aller en quart de finale. Oui, largement. Tout à fait d'accord. Oui. Mais quand tu vois la VAR revient sur des fautes, je dirais, banales. Justement, c'est ce que j'ai dit. Banales juste pour refuser le but. Donc là, tu te poses des questions. Pourquoi ils ne sont pas revenus sur la faute de Issa Mendy? Et pourtant, c'était flagrant. Et beaucoup plus grave que celle d'aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis l'exemple Khaled de l'Égypte est frappant, mais le même scénario rappelle celui d'autres matchs lors de ce mondial. Il y a une question se pose, les équipes africaines manquent-elles de maîtrise dans les moments clés? Je pense, de toute façon, qu'elles soient africaines déjà, même quand africaines ou pas, c'est déjà compliqué de gérer les 10 dernières minutes, surtout quand vous menez. C'est pour ça des fois moi je dis c'est le syndrome dont on a peur de gagner. Plus vous avez peur de gagner, finalement, vous faites contrer. Donc c'est compliqué. La gestion des émotions, la préparation mentale. Aujourd'hui, vous savez, quand vous voyez les staffs, aujourd'hui européens, ou notamment en Europe, ils sont constitués de prépa mentale, ce qu'ils n'avaient pas avant. Aujourd'hui, vous voyez les staffs, il y a un prépa mental qui fait partie intégrante du staff technique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un match, généralement, se joue surtout dans les 7-8 dernières minutes avec les arrêts de jeu. Donc c'est ici qu'il y a beaucoup de buts, soit d'égalisation, soit on passe devant. Et c'est dû, pour moi, c'est dû à une gestion mentale qui est défaillante. Donc c'est du temps avec les joueurs, c'est de la discussion, c'est de la psychologie entre guillemets, c'est ça. Donc je pense que oui, on a encore à travailler, notamment les nations africaines, parce que là c'était récurrent. Côte d'Ivoire, ils prennent un deuxième but contre la Norvège dans les 5 dernières minutes. Le Sénégal, le scénario catastrophique. Le Congo, même s'ils prennent, je pense qu'ils craquent. Mais d'une manière physique, technique et tactique, parce qu'ils font pendant 1 heure de jeu égal avec les Anglais, mais la deuxième mi-temps des Anglais les font craquer tout simplement. Mais pour le reste, non, c'est des dominations, ils sont bien dans le match, et dans les 10 dernières minutes, ils s'effondrent mentalement. Donc
C'est un sujet qu'il va falloir, à mon avis, traiter, parce que c'est un sujet qui est sérieux et qui est devenu très très important dans le football. Karim, est-ce un problème mental? Si je peux rebondir là-dessus, si je peux rebondir sur ce qu'est en train de dire Khaled, et je peux poser une question. Du coup, comme tu es en train de le dire, si on décrypte un peu ton raisonnement, c'est de dire les équipes, les joueurs sont fatigués dans les 10 dernières minutes et elles craquent physiquement sur la base d'une certaine fatigue. Pas forcément physiquement. Parce psychologiquement. Est-ce un problème de pression, on va dire. Psychologiquement, oui. Psychologiquement. Oui. Donc du coup, si je pousse le raisonnement, en fait, la question, est-ce que c'est pas de dire qu'est-ce qui prend de l'énergie aux joueurs pendant toute leur préparation, pendant tout le tournoi, qui fait que pendant les 10 dernières minutes, il leur manque ce brin de lucidité et d'influence. En fait, c'est le scénario du match en lui-même. Alors bien sûr que physiquement, plus tu t'avances dans le tournoi et plus physiquement, tu perds en c'est tout le monde qui a logé à la même enseigne. Pardon? Je dis sur ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Exactement, mais il y en a qui sont plus près de gérer ces moments-là. Parce que moi, en fait, quand tu parles où est-ce que je vais essayer d'amener la discussion et un petit peu mon avis, c'est-à-dire j'en avais déjà un petit peu parlé, par exemple l'exemple du Sénégal qui était le plus frappant parce que ça avait été médiatisé, et c'est ce que pour moi un petit peu les nations africaines manquent un petit peu, c'est toute cette structure autour des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ils sont hyper professionnels parce qu'ils jouent en Europe, toute l'année ils sont en Europe, ils ont leur routine professionnelle, ils savent comment gérer leur avant-match, leur match et tout, mais l'encadrement autour, qui, elle, n'a pas cette expérience des joueurs qui jouent en Europe, et pour beaucoup sont encore sur le territoire. Tu penses que c'est non, contagieux? je dis juste en fait que, je ne veux pas aller aussi loin, mais que peut-être les joueurs sont montés à un niveau et que l'encadrement n'a peut-être pas suivi, et que tout le monde n'est peut-être pas formé dans l'encadrement autour des joueurs, et que ça peut prendre de l'énergie aux joueurs aussi. Après, moi, je pense que c'est plus un problème des joueurs que de l'encadrement. Parce qu'en fait, c'est un problème de terrain. Dans la préparation mentale, on a ce qu'on appelle le couloir de concentration. C'est-à-dire qu'en fait... Alors attends, Khaled, excuse-moi, je te coupe directement. Ouais. Je vais poser l'action directement. Pourquoi une équipe comme le Real de Madrid arrive toujours très loin en Ligue des Champions et les équipes qui font pour la première fois la Ligue des Champions galèrent toujours? Parce que, justement, il y a l'expérience de ces moments-là. L'expérience, c'est qui? L'expérience, c'est qui concrètement? C'est quoi? C'est les joueurs. Pas juste avoir un logo au maillot, c'est tout l'entourage. C'est quand tu viens dans un club et qu'ils ont l'habitude de jouer des quarts de finale, des demi-finales, des finales, quand ils arrivent à ce stade de la compétition, ça ne stresse pas, c'est serein, c'est à l'habitude. Bon. Et du coup, ça donne ces énergies-là. Mais après les joueurs dont tu parles, il y a quasiment une ossature. C'est pas 11 nouveaux joueurs qui arrivent au Real Madrid. Non, mais là, je dis juste que quand tu arrives dans un quart de finale pour une équipe, par exemple, comme égyptienne, soit algérienne ou un truc comme ça, il va y avoir un petit peu de stress autour parce que ça c'est pas gérer cet événement-là, c'est un peu nouveau. Et du coup, comment maîtriser tout ça autour? Et le joueur au milieu, c'est une éponge, il encaisse tout ça. Et c'est peut-être ce petit truc qui fait que les 10 dernières minutes, ça craque. Allez, on va écouter Jamal parce que c'est le même scénario qui se répète avec plusieurs sélections africaines durant cette Coupe du Monde. Ben oui, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'il y a un manque d'expérience. Vous avez parlé de naïveté, de Khaled a parlé d'aspect mental. Non, il y a un manque d'expérience. C'est vrai que lorsqu'on parle de la gestion des émotions, c'est vrai que c'est un aspect très très important qu'il faut peut-être prendre en considération parce que il y a des équipes africaines qui font le jeu jusqu'à pratiquement la dernière minute et après elles s'écroulent, elles ratent le coche comme ça d'une manière assez lamentable. Mais ce qui était valable, je le dis, je le répète, ce qui était valable pour d'autres équipes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., ce n'est pas le cas aujourd'hui. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'était pas le cas du tout. Aujourd'hui, c'est l'adversité qui était trop forte. Je pense qu'on ne peut pas se battre contre une équipe et contre des mauvaises décisions de l'arbitrage. C'était très orienté. Aujourd'hui, c'était très orienté. On l'a vu même dans la gestion du match. À chaque fois, c'était des cartons jaunes très faciles pour le banc égyptien. Lui-même savait qu'il n'était pas bon. Oui. Donc en fait, pour se prémunir, il a mis des jaunes à pas mal de joueurs. C'est ça. Mais lui-même, non, c'est pour ça que c'est orienté, bien sûr, Jamal. En fait, c'est le sentiment extérieur, il était là. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais qu'il va
s'il y a moyen, s'il n'y a pas quelqu'un tombe, un Argentin tombe dans la surface, il ne va pas hésiter une seconde. En fait. Tu le sens. Et donc, si nous on le sent à travers la télé, les joueurs le sentent. Et donc, ça devient un adversaire ou une difficulté supplémentaire. Et à travers plusieurs matchs aussi. C'est très difficile à gérer. Oui, bien sûr. Mais là, des fois on appelle la VAR, des fois on ne l'appelle pas. Aujourd'hui, c'est plus flagrant. Sauf qu'aujourd'hui, des fois, c'est plus subtil, Khadija. Et là, tu le sens. En fait, tu regardes, tu le sens. Exactement. Tu te dis, il va tourner. S'il tourne, il va tourner du côté des bleus et blancs. C'est pour ça que je suis revenu sur la faute, je dirais banale. Parce que toucher un adversaire à 2 minutes avant l'action qui a amené surtout qu'ils n'ont pas réclamé. Ils n'ont pas réclamé. Ils ont joué. Mais à la limite, il revient. Ça ne me dérange pas parce qu'il y a faute. Le problème, c'est pourquoi il ne revient pas quand c'est du côté égyptien. Exactement. Donc, pour revenir à la faute des Égyptiens... Il n'a pas hésité. Exactement. Il revient à la faute pour annuler un but. Ce qui est plus grave. Et il ne revient pas à la faute qui donne droit à un pénalty pour l'Égypte. C'est ça qui est dramatique. Et surtout qu'après la faute sur l'entame de la faute commise sur Salah, il y a l'égalisation aussi. L'égalisation, exact. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça le drame. Alors comment vous voulez que le joueur égyptien ou l'entraîneur ne sort pas un petit peu de ses gonds et commence à parler, à critiquer peut-être là. C'est très difficile de gérer ses émotions. Très difficile. Allez messieurs, on s'arrête. C'est un sentiment d'injustice. Absolument. Allez messieurs, on s'arrête pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de ce Argentine-Égypte et puis je pense qu'il faut féliciter les Égyptiens pour leur parcours honorable. Ils ont fait preuve de courage, de détermination et un esprit de compétitive ou de compétition exemplaire. Ils ont mérité leur c'est-à-dire, pour moi, ils ont été pharaoniques. Honnêtement, aujourd'hui, ça a été une très grande équipe égyptienne. Si elle joue comme ça sur le continent, elle va tout rafler, honnêtement. Personne ne pourra tenir tête à cette équipe égyptienne. Moi, je parle sur le continent, en Coupe d'Afrique. S'ils réitèrent ce genre de prestations, aujourd'hui, ils ont été chapeau bas. Vraiment. Karim Atmour, l'aventure s'arrête ici pour l'équipe égyptienne, mais il y a de quoi être fier de cette équipe. En tout cas, eux, ils peuvent être fiers de leur parcours. Après, il y avait, juste pour revenir par rapport au sujet de tout à l'heure, parce que je me souvenais de la première phrase que c'était Mostafa qui avait dit lors de la première émission de Club Mondial. Il disait que la technologie n'avait jamais été et ne sera jamais autant présente que lors de cette Coupe du Monde, et notamment pour aider l'arbitrage. Et finalement, je crois que c'est l'une des Coupes du Monde où il y a le plus de problèmes concernant l'arbitrage et d'injustice. Il avait raison, monsieur. Oui, c'est vrai. Khaled, un mot par rapport à la technologie, si elle n'est pas utilisée. Donc tu utilises toi, oui. Khaled, un mot par rapport au parcours de cette équipe égyptienne. Plus qu'honorable, mais surtout ce match d'aujourd'hui. Je vais reprendre ce qu'a dit Jamel, parce qu'il l'a si bien dit, pharaonique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un match plein, ils ont tenu tête à cette équipe d'Argentine. Ils ont regardé droit dans les yeux. Ils n'ont pas eu peur, ils ont représenté fièrement leur pays, donc bravo, félicitations. Après, perdre dans ces conditions, je veux dire, perdre, gagner, bien sûr que c'est important, mais c'est secondaire. Je veux dire, les Égyptiens peuvent être fiers de leur équipe et ils se souviendront de ce match très longtemps. Mus chapeau bas pour cette équipe. Soudé, un groupe, je dirais un groupe d'amis. Parce que quand tu vois cette équipe, comment elle se bat sur tous les ballons, comment ils sont solidaires, c'est ça une équipe de football. Une équipe de football, c'est pas un joueur, c'est pas Salah, c'est pas Marmouche. C'est toute une équipe, tout un groupe qui vit bien. Donc quand on voit cette équipe évoluer, tu sens qu'ils ont le cœur. Parce qu'en fait, quand le football, oui, c'est bien tactique, c'est bien physique, mais si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas avancer. C'est ce qu'on a vu
dans cette équipe égyptienne et aussi celle du Cap-Vert aussi. Ils ont beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Et je dirais aussi bravo à Houssam Hassan pour tout le travail qu'il a fait, travail technique, travail psychologique. Bravo pour cette équipe égyptienne et on est fiers et on est contents pour eux. Moi, je pense que il y a des défaites, en dépit de leur amertume, qui sont une raison de fierté. Et aujourd'hui, l'Égypte a montré que ses joueurs ont été dignes de représenter ce pays. Et je suis sûr et certain qu'ils auront droit à un accueil des plus chaleureux lorsqu'ils vont rentrer au Caire. Et les plus honorables. Et ça me rappelle le match que nous avons livré contre les Allemands. En dépit de la défaite, en 2014, les joueurs ont été à la hauteur. Ils ont joué comme des rois. Jamal, Simon, il faisait carême. 4 à 5 joueurs faisaient carême. Donc là, tu vois que cette équipe avait du cœur. Et puis ce match où l'Égypte nous a prouvé que cette équipe argentine n'est pas celle non, bien sûr qu'elle était. On l'avait déjà vu contre le Cap-Vert. On l'avait déjà vu aussi lors des phases de poule, même si elle gagne 2-0 contre l'Autriche. Ou les Autrichiens. En fait, si vous les regardez jouer, vous allez vous faire balayer rapidement. Mais si vous leur rentrez dedans, vous savez, un match, ça bascule des fois sur rien, sur un petit détail. C'est 11 contre 11, exactement. Parce qu'il y a un peu plus de volonté. Absolument. En plus, après, quand vous avez les qualités en plus avec cette volonté, l'équipe d'Argentine devient une bonne équipe contre une bonne équipe. Il y a des équipes, Khaled, qui font de la compensation. Par contre, ils ont un Messi qui ne veut pas vieillir. Et qu'il enchaîne les performances, malheureusement pour nous. En dépit quand même d'échec en début de partie. C'est le deuxième pénalty qu'il rate au cours de ce mondial. Il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. Il a raté pas mal d'actions, Moi, je pensais que ça y est, il a pris un coup sur la tête. Mais finalement... on va revenir sur la prépa mentale. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils sortent du match, et lui, non. Pourquoi ? Parce que dans le couloir de concentration, le cerveau de certains joueurs, en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur ne rentre pas dans leur tête. Ils sont uniquement concentrés sur le rendement. C'est-à-dire que les échecs, le ratage du penalty, il reste 2 minutes, il a pris un coup, ça ne rentre pas dans sa tête. Il a un couloir de concentration. Objectif, c'est je vais marquer, je sais que je vais marquer, et il a marqué. C'est vrai. C'est une bonne leçon. Allez, on enchaîne avec les États-Unis qui rêvaient d'un parcours historique à domicile. Finalement, l'aventure s'arrête dès les 8e de finale après une lourde défaite 4-1 contre la Belgique. Et cette élimination intervient dans un contexte très particulier et particulièrement tendu. Les résultats sportifs sans appel, mais cette élimination pose une question. Elle est large. Les États-Unis ont-ils été perturbés par un environnement devenu un peu trop politique? Tu peux laisser répondre Jamel pour nous trois. Parce qu'il il est joyeux. Justement. Il va répondre pour Moustapha, pour moi et pour Karim. Non, mais quelle belle raclée. Honnêtement, j'étais un homme très, très content hier, vraiment. Parce que ce qu'a fait le président Trump et Infantino, c'était une sorte de justice divine. C'était non seulement révoltant, mais dégoûtant, d'une part. Et ça a influé négativement sur son équipe. Tout ce qui a été fait a influé négativement sur son équipe. Parce que lorsque tu vois l'équipe des États-Unis hier, elle était complètement amorphe. Complètement amorphe. Elle était hors jeu, pratiquement. On a vu quand même une équipe des États-Unis virevoltante contre le Paraguay. Vraiment, on a vu du football. Mais hier, c'était une vraie catastrophe. Et les Argentins et les Belges ont mis à profit cette injustice flagrante avec le carton rouge qui est devenu rose du joueur Hologan. Et voilà. Mais moi, j'étais content. J'étais très, très content, honnêtement. Et du coup, la question, tu peux lui reposer une deuxième fois. Est-ce que cette équipe a été perturbée par un environnement devenu trop politique? Non, ça a joué en leur défaveur, honnêtement. Moi, je pense que, sorti de ce contexte, je pense que les États-Unis auraient pu faire un meilleur match que contre les Belges. Parce que la Belgique n'a rien montré jusque-là, jusqu'au match d'hier. Mais hier, ils étaient vraiment fringants. Les Belges ont donné une bonne leçon aux États-Unis. Pour rendre hommage aussi à Rudy Garcia. Parce que si tu vois l'effectif du départ,
Oui. Ouais, beaucoup de titulaires étaient sur la touche. Beaucoup de titulaires, dont De Bruyne, Lukaku. Celui qui joue Doku. Tous relégués sur le banc des remplaçants. Donc là, exactement. Donc un pressing très haut, ils ont pu récupérer la balle dans les 25 mètres, inscrire un premier, après un deuxième. Ajouter la fébrilité du gardien de but. Le gardien de but et l'axe central aussi de cette équipe. Tous les ingrédients, ils étaient là pour battre cette équipe. Bon, à 4-1, avec des fautes, je dirais, de débutants de la part de la défense, je pense que la Belgique a montré de bonnes prédispositions. Karim, cette équipe américaine était-elle capable d'aller un peu plus loin dans cette Coupe du Monde? Le match a prouvé que non. Tout simplement. Parce que la différence, là, elle a été... peu importe, du coup, les paramètres externes du football dont on a entendu là, sur le plateau tout à l'heure, la Belgique a dépassé tout ça et la justice sportive a fait le travail. Donc, en étant très au-dessus et largement, voilà, avec un score large qui permettait d'enlever tous ces sujets-là, en fait. Il n'y avait même plus de sujets, là, c'est pas possible. Lorsque j'ai entendu la déclaration de Trump où il disait moi je ne connais rien, je ne connais pas beaucoup de football, mais c'est une décision injuste d'empêcher un joueur de jouer. Eh ben, hier, avec le 4-1, il sait ce que c'est que le football maintenant. Voilà, il a dû savoir que c'est une bonne leçon. En football, il faut retenir des leçons. Voilà. Et puis les États-Unis ont raté leur mondial. Est-ce que ça reflète cette élimination, le vrai niveau Justement, parce qu'on en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, Khadija, en disant que cette décision, parce que avant cette décision, les États-Unis font un beau parcours. Exactement. Et en fait, cette décision va mettre un froid sur leur rendement, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même s'ils auraient gagné contre la Belgique plutôt hier, on s'aurait dit que c'est injuste. Donc en fait, cette décision n'a pas été bonne pour cette équipe des États-Unis. Elle a déstabilisé le groupe. Absolument, elle a un effet contraire. A travaillé pour ça. Et donc, je pense que ça a joué contre eux, comme l'a dit, il a eu un effet contraire. Et puis après, il y a un deuxième élément, c'est que jouer un huitième de finale, quand vous n'avez pas d'expérience, c'est compliqué. Et surtout que le joueur a été inexistant. Absolument. Pendant tout le match. Et puis la fébrilité du gardien. Celui qui a été réhabilité a été inexistant. Alors qu'auparavant, les matchs précédents, ils ont montré de belles choses. Ouais. Et là, la question maintenant qui se pose aussi, c'est qu'il y a un autre pays qui a demandé à annuler un carton. C'est quoi? C'est qui? La France, je crois qu'ils ont pas fait une réclamation justement pour faire enlever un carton. Pour Olysée. Oui, la France. Ils vont leur répondre dans un mois, je pense. Après la fin de la Coupe du Monde. Et puis pour annuler le carton jaune à Olysée. Oui, à Olysée, parce qu'ils risquent d'avoir un deuxième carton et ça a privé du prochain match. Ils disaient qu'ils allaient répondre dans les 24 heures, je pense. Il n'y avait pas un communiqué là-dessus. C'est mort. Non, mais après, avec tout ce qu'on entend, en fait, ils ont discrédité cette Coupe du Monde. S'ils ont décidé d'offrir la coupe du Monde à l'Argentine, carton jaune ou un carton rouge, c'est pas grave. Ah, Messi, pas à l'Argentine. Et puis justement, au-delà des résultats sportifs, cette Coupe du Monde soulève également des interrogations sur l'organisation. Les polémiques ont-elles pris le dessus sur le football dans cette édition? Beaucoup de polémiques. En tous les cas, cette Coupe du Monde ne restera pas dans les mémoires, honnêtement. D'abord, il y a le décalage horaire qui a tué des gens. Les déplacements, les déplacements, la chaleur, etc. L'arbitrage. Et surtout ça, et les comportements assez négatifs du premier responsable du football mondial qui a voulu offrir aux États-Unis notamment, en incluant des pauses d'hydratation, c'est ça? Oui, pauses fraîcheur. Même en hiver, ça va être des pauses fraîcheur aussi. Même en hiver, lorsqu'il va pleuvoir ou il va faire moins sec, il y aura des pauses fraîcheur. Non, ce sera des pauses chaleur. Ce sera des pauses chaleur après. Oui, voilà. Donc avec dans les pauses fraîcheur, il va y avoir de la pub. Alors on assiste à 4 mi-temps d'un match maintenant. C'est un peu... C'est plus du football en fait, finalement. Surtout quand c'est terni aussi par des décisions arbitrales scandaleuses. Qu'est-ce qu'on va retenir davantage? Les polémiques ou le niveau de jeu? Moi, de toute façon, je n'étais pas pour déjà cette Coupe du Monde à 48 équipes. Donc, les meilleurs troisièmes, tout ça là.
Même si on en a bénéficié, nous, en tant qu'Algériens, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Trois pays, pourtant ils sont dans un même continent. La prochaine, je crois qu'il y a 2 continents. 3 grands pays, très grands pays. 3 grands pays, la cherté des billets, les longs déplacements. Donc, à la base, le foot, c'est une fête pour les gens. Là, ça devient compliqué. Et sachant qu'en 2030, ça va se faire sur 2 continents, je crois qu'elle commence en Amérique du Sud pour terminer en Europe. Oui, premier match. Oui, donc, match. Donc, dans le cadre du centenaire de... Donc moi, cette première à 48 équipes, avec toutes les polémiques qu'il y a au-dessus, on voit qu'il y a... C'est au-dessus de la moyenne. En dessous. Oui, au-dessus de la moyenne. Vraiment en dessous. Et Jamel disait qu'elle ne va pas être dans les mémoires. Je pense que si elle va être dans les mémoires, mais dans l'aspect négatif. Oui, c'est clair. Donc on ne retiendra pas de belles choses de ce parti. Exactement. Mustafa, et l'arbitrage, principal sujet de controverse, et aussi la technologie, qui n'a pas trouvé de solution. Carré, la technologie. N'a apporté aucune solution. Hein. Oui. Pour les Algériens, la technologie a alimenté les scandales plutôt que de les éviter. Donc, il y a beaucoup de traitements contre-productifs. Oui, il y a beaucoup de traitements de faveur en ce qui concerne certaines décisions arbitrales. Je pense que d'un côté, quand ça les arrange, ils reviennent sur les décisions. Quand ça ne les arrange pas, ils sortent les équipes. Donc on a vu plusieurs infractions, que ce soit arbitrales sur le terrain, même dans la gestion de la VAR. Donc pour moi, c'est la pire Coupe du Monde qu'on a vue cette année. Et plus particulièrement pour l'équipe d'Algérie aussi. On ne gardera pas un bon souvenir de notre participation. Justement, et toutes ces polémiques fragilisent justement la crédibilité de la FIFA, la première instance. Oui, mais c'est son président. C'est clair que c'est fragilisé lorsqu'on voit le cercle qui est orchestré par le premier responsable du football mondial. Vous êtes bien sûr que ça décrédibilise. Mais est-ce qu'il y aura du changement ? Est-ce que les différents continents vont se réveiller ? L'Europe, par exemple, est-ce qu'elle va se réveiller ? Elle va dire, basta. Ils ont parlé de ligne rouge seulement. Est-ce que les 54 fédérations africaines vont se réveiller aussi, qui sont pratiquement le plus d'un tiers des votes qui ont amené Infantino là où il est. Il faudrait quand même. Après, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose que des communiqués ? Est-ce qu'ils peuvent faire autre chose que des communiqués ? C'est ça le problème. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, dans la tribune officielle, 2 présidents africains et le président aussi de la CAF jubiler lorsque l'Argentine a marqué. Ça vous donne une idée. Voilà, c'est tout. Et puis il y a aussi le manque de transparence de la FIFA qui alimente les polémiques. Karim. Sur ce sujet, non, mais après, le foot est censé. C'est vrai que je bégaye un petit peu là parce que j'aime pas trop rentrer sur ce terrain-là. Pour moi, le football, c'est censé être une fête. Le football doit être l'exemple parfait de l'égalité des chances, de l'inclusion, de toutes ces valeurs-là. Et c'est sûr que pendant cette Coupe du Monde-là, tout particulièrement, il y a beaucoup de faits qui vont un petit peu à l'encontre un peu de ces valeurs universelles que est censé être le sport et notamment le football. Parce que le football, la particularité du football, c'est qu'elle est l'emblème et elle facilite en fait tous ces paramètres-là, l'inclusion, l'égalité des chances. C'est un sport qui est simple et ouvert pour tout le monde. Voilà. Et donc merci. Merci Karim. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission. Déjà ? Oui, déjà. Merci Karim Otmour, merci Mustafa Maza, merci Jamel Rachdi. Et merci aussi Khaled Lemouchi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Même heure, même chaîne. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future.
موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. الدولة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!